regardons ces images, attardons-nous un instant, puisque on est là à l'heure des renforts. Le Lincoln est déjà dans la région, et voici maintenant le Ford qui arrive en soutien. Beaucoup de commentateurs spécialistes disent en réalité, cette fois le dispositif est prêt, il y a presque tout qui est sur place. Général. Écoutez, oui, le dispositif augmente. Était-il absolument nécessaire? Moi, je n'en suis pas sûr. Avec la première partie de l'armada déjà sur place, je pense que Trump avait assez d'armement pour parvenir à ses buts. Moi, je pense que Trump est vraiment dans une difficulté. Il s'est mis dans un corner. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il arrive à faire plier l'Iran, ou bien il sera ridicule. Et s'il, avant d'être ridicule, il ira frapper. Donc, on est toujours dans un bras de fer. Il pense qu'en augmentant sa puissance, il parviendra à faire plier Khamenei, ce qui n'est absolument pas sûr. Moi, je pense que cette affaire-là, quoi qu'il arrive, se terminera par un bombardement qui lui-même ne débouchera sur rien. On verra. En tout cas, et Reuters et le New York Times confirment le scénario. C'est un scénario pour l'instant. Le scénario d'une attaque de grande ampleur menée sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et selon plusieurs données, l'armée américaine déploie de nouveaux avions de combat. Il s'agit notamment des F-22, des F-35 et des F-16, colonel. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance. En fait, elle permet quoi, cette montée en puissance? Elle permet en fait à Trump de gagner du temps. Parce que le temps que le général Ford arrive, ça va prendre 10-15 jours. Donc ça laisse le temps à la discussion potentielle. Le deuxième point, c'est quand même de la gesticulation. La marine, c'est toujours de la gesticulation. C'est de la politique sur l'eau. Donc en fait, on amène progressivement les Iraniens à raisonner différemment. Alors il va y arriver, il va pas y arriver, je ne sais pas. En tout cas, c'est un théâtre qui est destiné, encore une fois, à impressionner les Iraniens. Le troisième point, c'est qu'en fait, Trump, alors là, contrairement à mon camarade, Trump, ce que je pense très sincèrement, c'est qu'en fait, il joue une carte maîtresse. Très concrètement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui à Genève, il y a une discussion, mais c'est un théâtre d'ombre. En fait, c'est complètement déséquilibré. C'est une relation totalement, je dirais, pas anachronique, mais enfin totalement disproportionnée. Très concrètement, les Iraniens, ils doivent dire oui, merci, on arrête le nucléaire. Et derrière, en fait, les Américains n'ont aucun rôle, sauf de taper dessus dès lors qu'ils en auront le droit ou la possibilité. Donc on est dans une espèce de montée en puissance qui est quand même assez bien gérée par les Américains, je trouve. La masse qui arrive, général, on va voir certaines images de ces avions ravitailleurs KC-135 et des techniciens qui effectuent les contrôles préventifs sur ces avions. On comprend bien là que, quel que soit le scénario, en tout cas, ils se donnent les moyens de la masse. On est dans une montée en puissance, si vous voulez. Il a amené trop de force pour ne rien faire. Donc forcément, il fera quelque chose. C'est ce qui est assez effrayant. On se rappelle d'une guerre, d'un bombardement très long, puisque vous parlez de bombardement en plusieurs phases, qui était la guerre du Kosovo, dans lequel les Américains, avec leurs alliés, et dont les Français, ont bombardé pendant 78 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que la Serbie n'a lâché qu'à partir du moment où il y a eu une menace terrestre. Et là, il n'y a pas de menace terrestre. Et Khamenei sait parfaitement que Trump ne va pas s'engager au risque d'un bourbier et d'un enlisement. Donc je crois qu'on est dans une manœuvre, dans un bras de fer qui, hélas, ne peut déboucher sur rien de concret. Sauf des bombardements, mais on n'a jamais vu de changement de régime par un bombardement. Et donc finalement, on n'arrivera à rien. Vous étiez directeur de l'école de guerre, vous avez enseigné très longuement sur les cultures de la guerre. Là, on a une illustration de la culture de la guerre très américaine. Écoutez, les Américains adorent une chose, c'est bombarder. Et je dirais que leur cœur de leur guerre, c'est du bombardement. C'est comme ça, leur théorie. Regardez les grandes campagnes de bombardement, sans revenir à l'Allemagne. C'est quand même intéressant, parce que les grands bombardements américains n'ont jamais débouché sur rien, puisque leur volonté, c'était de faire plier la population allemande, dont la volonté s'est au contraire renforcée. Après, on se rappelle des énormes bombardements, Rolling Thunder par exemple, au Vietnam, qui n'ont jamais fait craquer. Le bombardement, si vous voulez, c'est dans l'âme américaine. C'est presque une idéologie, l'idée du carpet bombing, où ces politiciens, comment s'appelait-il, McCain, qui dansaient sur le thème bombarder l'Iran, des gens comme Lindsey Graham, qui ont ce mot bombarder à la bouche. Ah mais c'est leur affaire, si vous voulez. La guerre, la guerre occidentale, c'est un dialogue. Enfin, c'est historiquement un dialogue. La guerre américaine, qui est d'abord un objet moral,
c'est la destruction. La destruction est au cœur de la puissance américaine. Et dans la destruction, on a évidemment d'abord le bombardement, avec la deuxième idée, c'est celle du zéro mort, qui a un peu disparu. Mais on est toujours dans cette affaire-là, puisque Trump ne peut pas imaginer avoir des soldats américains mourant sur le terrain en Iran 10 mois avant les mi-termes. La culture de l'agressivité, ce que vous dites sur la destruction, c'est très frappant. Aurélien Duchesne, qui a beaucoup travaillé sur ce thème, qui vient souvent dans notre émission, dit c'est une logique de la destruction. Absolument. C'est-à-dire sous l'apparence parfois un peu policée que peuvent avoir les Américains, la réalité, c'est une logique de la destruction. Alors le problème, encore une fois, avant le bombardement, il y a de la planification. Et ça, les Américains adorent planifier. Et l'aviation et la marine, pourquoi ? Parce que c'est des moyens technologiques et techniques, on peut planifier. Donc en fait, on peut faire ce qu'ils font actuellement pendant des semaines et des semaines, et on peut accompagner le cadre politique, on peut l'accompagner avec une gesticulation militaire, aérienne, évidemment, et maritime. Et ça, c'est fort. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait de dire, la cavalerie va arriver, c'est Fort Alamo, la cavalerie va arriver, et elle sort. Alors on les voit sortir de San Diego pour l'Abraham Lincoln, on le voit sortir de Norfolk pour le Gerald Ford. Donc en fait, il y a beaucoup de démonstrations, il y a beaucoup de communication autour de ça. Maintenant, je rejoins parfaitement le général, évidemment. Encore une fois que vous avez tant de moyens, vous savez qu'actuellement, sur le théâtre d'opération potentielle, vous avez à peu près 10 destroyers, vous avez 2 porte-avions, vous avez toute une série de sous-marins, on ne connaît pas exactement le volume, ce qui fait que l'ensemble de ces moyens est capable de lancer, en gros, je dis bien 1000 Tomahawk en une seule salve. Deuxième point, j'ai pas compté les avions. Les avions, vous avez déjà 2 fois 90 avions par porte-avions, plus la centaine d'avions qui sont sur Terre. Donc ben, vous avez 300 appareils, 300 avions. Il y a une force qui est considérable. C'est pour ça que le rapport de force, mettons-nous à la place des Américains, ils sont très à l'aise. C'est pour ça que moi je pense, très sincèrement, c'est que, là, comme vous le dites fort justement, en fait, les Iraniens n'auront pas le choix. Soit ils refusent, soit ils rentrent pas dans la négociation et disent nous on garde le nucléaire. À ce moment-là, évidemment, les moyens militaires sont utilisés. Et là, ils ont tous les moyens. Malgré les démonstrations de force, aujourd'hui, il y a eu des manœuvres sur le détroit d'Ormuz. C'est extrêmement déstabilisant. En jouant à ça, je veux dire qu'en fait, ils jouent avec la boîte d'allumettes autour du tonneau de poudre, bien évidemment. On voit ici les images des exercices à bord du Lincoln. Ces 2 porte-avions, le Lincoln et de Gerald Ford, c'est comme si une partie de l'armée, c'est bien plus que deux bateaux, hein, c'est une partie de l'armée américaine qui est en train de se mettre en place. Le Lincoln est déjà en place et le Ford qui arrive. Non, mais on est vraiment dans une montée en puissance. C'est comme la guerre du Golfe en 90-91. On a vu les corps d'armée arriver. Face à l'armée irakienne, qui n'était pas grand-chose, contrairement à ce que disait l'armée américaine, on avait... Et les journalistes. Je reconnais votre élégance, parce que les journalistes se sont beaucoup trompés. Les commentateurs, les spécialistes, rappelez-vous, ils disaient la 4e armée du monde, on parlait de l'armée de l'Irak. Les journalistes ont été totalement intoxiqués par les Américains, si vous voulez, qui voulaient amener une force écrasante, parce que ce qu'ils connaissent, eux, c'est une force écrasante pour l'écrasement et la destruction. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, dans le Golfe, ils n'avaient plus d'autre choix que de faire quelque chose, parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir en Arabie Saoudite très longtemps cette force-là. Je me rappelle, j'ai quand même un souvenir qui est intéressant. J'ai fait l'école des généraux américains aux États-Unis, et j'avais participé à un exercice extrêmement intéressant où l'US Navy était attaqué par les Pasdaran dans le Golfe. Et qui gagnait à la fin ? C'était les Pasdaran. Et ils détruisaient les porte-avions avec 10 000 mouches qui allaient taper, etc. Et malgré les 15, ou les 1000 Tomahawk, à la fin, le résultat, les Américains sont assez honnêtes dans ces choses-là, et à la fin, les Américains avouent que c'est l'Iran qui gagne. Mais vous le pensez réellement ? Regardez à l'appui de ce que vous dites, les images, parce que les Américains font une très intense, les Iraniens, une propagande très intense sur le thème « nous avons des moyens, nous avons les navettes rapides armées, etc. etc. » Est-ce que vous croyez que ce scénario existe ? C'est-à-dire que ce soit les Iraniens qui puissent porter des coups importants, disons ? Alors écoutez, je n'en sais rien, mais la dernière fois que les Américains, peut-être pas, ont pratiqué un exercice, il se trouve que l'arbitrage honnête de cet exercice a dit finalement, malgré la flotte extrêmement importante qui est rassemblée en mer d'Oman et dans la mer Rouge, chez les Pasdaran, qui ont fini par l'emporter. Alors je ne dis pas qu'ils l'emportaient, mais pour les Iraniens, il ne s'agit pas d'emporter la guerre, il s'agit de persuader Trump d'arrêter la guerre parce qu'elle lui coûte trop cher en termes politiques. C'est ça le but. Et ça, moi je pense que les Iraniens sont peut-être capables de le faire, en supportant chez eux des destructions probablement massives, mais
peu importe, probablement. Les dirigeants iraniens sont évidemment dans les souterrains, etc., et ne pâtiraient probablement pas de ces affaires-là. Donc Trump sait aussi qu'il n'a pas le droit de faire mourir, d'amener à la mort beaucoup de matelots et d'aviateurs. Donc évidemment, il est très très puissant, mais politiquement, il est quand même sur la corde raide. Mais rappelez-nous les diatribes en Irak avec Saddam Hussein qui parlait de la mer des batailles. On a vu le résultat. Donc là, avec Khamenei, on a exactement le même discours. Je veux dire, tous ces pays, quand vous êtes capable de tuer 30 000 personnes, si vous voulez, vous pouvez dire absolument n'importe quoi. Et le problème, c'est que nous, Européens, ça nous épate toujours. Parce qu'on se dit, comment on peut dire une chose pareille? Donc quand un chef d'État dit quelque chose, on pense que c'est la vérité. Bien évidemment, c'est archi faux. Et moi, je pense que l'armée iranienne, c'est pas une armée d'opérette, mais c'est une armée qui a des trous phénoménaux, enfin, pour une armée moderne. Donc, encore une fois, j'ai aucun doute que la planification américaine fait qu'il y aura une espèce d'effet de souffle. Le problème, encore une fois, c'est que Trump, il veut pas. Pourquoi? Parce que le cadre politique aux États-Unis n'est pas propice. Vous avez les élections de midterm à la fin de l'année. Dans 2 ans, c'est un pays démocratique. Donc, encore une fois, il lui faut des raisons valables. Et la raison valable, c'est quoi? C'est quand les Iraniens vont dire qu'ils ne vont pas accepter le fait de détruire ou de donner éventuellement les 408 kg d'uranium enrichi aux Russes ou les donner à qui on voudra. Ils vont refuser, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que les États-Unis vont reculer? Moi, je ne crois pas. Avec une telle puissance militaire, il n'y a pas de solution. Encore une fois, au-delà du volume, c'est la répartition géographique. C'est incroyable. La mer d'Arabie, vous avez le Diego Garcia, vous avez le Golfe Persique. À Hormuz, vous avez encore 2 destroyers dans Hormuz. Vous avez évidemment la force terrestre. Vous en avez également en mer Rouge. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une force absolument considérable, ce qui fait que, très concrètement, cette force, elle ne peut que servir. Le problème, c'est le temps. C'est que combien de temps peut-on jouer avec ce genre de force? Ça dure combien de temps? Ils peuvent rester longtemps à bord, longtemps en mer. Pourquoi? Parce que les porte-avions ont un système de nucléaire qui leur permet d'avoir une motorisation quasiment éternelle. Le problème, c'est les équipages, l'entraînement, les recomplètements, etc. Donc en fait, on voit bien que le timing, le chronomètre tourne, et je pense que ça ne durera pas. Donc, elle ne peut que servir. Je suis d'accord. Elle ne peut que servir. Et en même temps, elle ne produira pas de résultats politiques. Alors elle peut détruire. Non, mais ça, on n'en sait rien. Mais très probablement. Ouais. On sait bien que tant au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, que c'est finalement le peuple américain qui a demandé le retrait. Et là, on voit bien que cette guerre se fait contre l'opinion publique américaine, globalement, et que Trump a un problème, c'est les militaires qu'il ne peut pas perdre. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas imaginer un Iran demain matin nucléaire. Et donc le problème, c'est une guerre par défaut. C'est une guerre qui arrivera parce qu'il y a une espèce d'obligation de le faire, parce que s'il ne le fait pas, imaginons 30 secondes que les Iraniens aient un armement nucléaire, quelle que soit la capacité des vecteurs ou la capacité de l'armement qu'ils mettra à bord de ces vecteurs. Donc c'est ça le sujet. Non mais on est bien d'accord. Mais ceci dit, il ne parviendra pas cette fois-ci à éradiquer l'ensemble du dispositif iranien. Probablement, il n'y arrivera pas. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une guerre. Oui, ils vont utiliser leurs forces. Moi, je parie beaucoup sur le fait que effectivement, ça va se terminer par un bombardement massif. Je parie aussi beaucoup sur le fait que ça ne produira pas le résultat que souhaite l'Amérique. Et que Trump, évidemment, arrivé à la Maison-Blanche, dira « j'ai réussi ». Mais il n'aura pas réussi.